arrêter la machine dans un premier temps. Et vous avez qu'à vous passer plutôt par là. On va éviter de rester dans le flux d'air. Et je vais vous expliquer ce qui se passe en détail. Donc aujourd'hui on est là pour faire le test d'étanchéité à l'air. On est en phase chantier, le bâtiment est prêt à être testé. Toute l'enveloppe est terminée, elle est maintenue, elle est accessible, on va pouvoir la corriger si besoin. Donc on est vraiment au moment optimum pour faire l'essai. L'essai d'étanchéité à l'air va consister en deux choses. Un, mesurer pour donner un résultat sur le niveau du bâtiment concernant l'étanchéité à l'air. Et deux, rechercher les fuites restantes, s'il y en a, beaucoup, pas beaucoup, ça on va le voir, et les colmater, les corriger, voilà, un petit peu reprendre ça. Si éventuellement il y a beaucoup de fuites et qu'on a corrigé et que ça fait fondamentalement changer le débit, en fin de journée, enfin plutôt en fin de matinée, on refera une mesure pour valider le gain qu'on a obtenu suite à ces corrections. Cet essai il se pratique dans des conditions bien spécifiques. Il y en a plusieurs, donc l'état du chantier, hein, je viens de le dire, l'enveloppe est finie. Les conditions météo qui sont bien aujourd'hui. On voit que le maïs là-bas bouge un peu, bon c'est bien, mais on va pas tarder quand même à faire la mesure. Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, parce que ce qu'on va faire avec l'appareil là, c'est qu'on va générer une pression sur toutes les parois, uniforme, artificielle, qui correspond à l'équivalent d'un vent de 32 km/h à peu près uniformément réparti. Mais ça fonctionne bien que si on est dans des conditions à l'extérieur qui sont assez calmes. Si le vent vient perturber tout ça, l'essai artificiel va pas pouvoir être fait avec précision. Donc on va exercer une pression uniforme sur toutes les parois. Donc conditions météo, pas trop de vent, et pas non plus d'orage ou de variation de pression atmosphérique à l'extérieur monumentale, comme on en a justement pendant les périodes orageuses. Puisque on va mesurer un débit de fuite à un certain niveau de pression bien particulier, et donc on peut comprendre assez aisément que si dehors la pression atmosphérique fait le yo-yo, on va pas pouvoir non plus être précis pour faire la mesure à un niveau de pression particulier. Donc bon voilà, quand on a un orage, on peut avoir des variations de pression atmosphérique de plusieurs centaines de pascals en quelques heures, ça va très très vite. On a une perturbation qui se pointe au-dessus de nous et ça donne ça. Et nous, on le perçoit en tant qu'humain, plus ou moins, ça dépend de chacun, en exprimant il fait lourd. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'atmosphère au-dessus de nous est beaucoup plus léger de l'arrivée d'une dépression. Et ça joue sur, entre autres, nos tympans, ce qui nous amène en fait à cette expression. Si je parle un peu de physique comme ça du corps humain, c'est parce que là, on parle en période de rage de plusieurs centaines de pascals, on le ressent. On va exercer avec l'appareil là artificiellement 50-60 pascal. Donc on le ressentira en principe pas, c'est vraiment des niveaux de pression qui sont relativement faibles. Donc les conditions météo bien spécifiques, les conditions du bâtiment bien spécifiques. Une fois qu'on a ces deux choses là, on fait l'essai. L'essai, donc ça consiste avec le ventilateur, on va gonfler le bâtiment dans un premier temps, on va le dégonfler ensuite. Et l'idée ça va être de mesurer l'air qui passe par le ventilateur quand on le gonfle, et cet air, en réalité, c'est celui qui passe à l'opposé, si on veut, par les fuites. Et donc on va mesurer ça. Et je disais, on va le faire en surpression et en dépression, en gonflant et en dégonflant, parce que le bâtiment, dans la vraie vie, si je puis dire, il est tout le temps soumis à des phénomènes de pression, dépression. Justement, quand il y a du vent, il y a une façade qui est plein vent, l'autre qui est sous le vent. Donc l'idée, c'est dans des conditions climatiques stables, voir comment il se comporte dans les deux sens. Évidemment, ce qui nous intéresserait comme résultat, c'est qu'il se comporte à peu près de la même manière dans les deux sens. Comme ça, ensuite, quand il va être dans des conditions climatiques complètement variables, il se comportera bien dans les deux cas. Donc voilà pour quelques prérequis sur les conditions. Donc j'ai installé un matériel là qui est américain, donc ça s'appelle le blower door. C'est une porte soufflante, donc on a un cadre, une bâche. Tout ça est étanche sur le dormant de la porte de service là. Et puis on a des capteurs de pression à l'extérieur et à l'intérieur. On va mesurer le débit de fuite qui passe par le ventilateur sous 50 pascal, qui est l'écart de pression entre l'intérieur et l'extérieur qui nous intéresse. Pour le résultat suivant l'échelle européenne, on va utiliser cette valeur-là. Quel est le débit de fuite sous 50 pascal de différence de pression? Voilà. En France, on qualifie le niveau d'étanchéité à l'air avec une autre unité,
qui n'est pas sous 50 pascal, mais qui est sous 4 pascal, qui a une différence de pression extrêmement faible. Et donc on va faire la mesure à 50, et ensuite avec des formules, on va extrapoler pour obtenir le résultat sur l'échelle de la réglementation française. J'y reviendrai tout à l'heure, notamment sur les divergences de ce résultat à la française. Mais bon, ici, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le résultat européen, puisqu'on a cherché à faire une enveloppe très très étanche. Et les exigences européennes sont plus pointues que celles françaises. Donc j'ai aussi renseigné au préalable le volume. Diverses données, volume, surface. Le volume qui va nous intéresser, puisque sur cette échelle européenne, on va parler d'un taux de fuite. Donc on va prendre le débit de fuite, ce qui passe par le ventilateur sous 50 pascal, et on va le diviser par le volume. En gros, pour que vous compreniez ce que veut dire ce N50, si on a un volume de 400 m3, et que sous 50 pascal, on a 400 m3 de débit de fuite, 400 divisé par 400, ça fait 1. Ça veut dire qu'on a un volume qui s'échappe par les fuites toutes les heures, sous 50 pascal, ou un vent équivalent à 32 km/h uniformément réparti. Ça fait des longues phrases, ce que je dis, et voilà, c'est techniquement le chiffre, il voudra dire ça. Un volumeur, c'est N50, un volumeur, c'est un volume qui s'échappe par les fuites toutes les heures, sous 50 pascal. Donc on a besoin du volume, évidemment, pour ensuite obtenir ce résultat. On est en dépressurisation, on dégonfle, dans un premier temps, si je vulgarise. J'ai défini plusieurs paliers de niveau de pression qu'on va exercer. Donc la mesure qui nous intéresse, ça va être sous 50 pascal, mais on ne va pas faire que la mesure à 50 pascal, on va faire à des différences de pression plus faibles et un peu plus importantes. L'idée, c'est d'affiner le résultat sous 50 pascal. Donc on a défini plusieurs paliers de différence de pression. On est en méthode dite B. Méthode B, méthode A, donc deux types de protocoles un peu différents, où on colmate pas tout à fait la même chose pour contrôler le bâtiment. La méthode B est plutôt usuelle des tests en cours de chantier. On peut colmater certaines choses qui ne sont pas encore achevées. La méthode A, j'oserais dire, est plus stricte. On est vraiment dans la mesure finale, typiquement celle pour un label, pour la réglementation, pour la fin de chantier, où là on colmate les bouches de ventilation, on teste et c'est tout. S'il y a des fuites sur le réseau de ventilation, sur l'enveloppe, sur des choses qui sont encore pas finies, un fourreau qui n'est pas encore colmaté, c'est trop tard. Le mesureur, il n'a plus le droit normalement de bouger ces trucs. Méthode A, méthode B. Ensuite, on renseigne quelques données sur le bâtiment. Le vent, ici, qu'on notifie suivant l'échelle de Beaufort. La pression atmosphérique. Et on arrive là sur la page qui va nous intéresser le plus, qui est la page où on va collecter les données. Avec, en abscisse, on va retrouver nos divers paliers de différence de pression que l'on va générer entre le capteur de dehors et celui de dedans, et en ordonnée, ici, on aura un débit de fuite. Voilà. On va lancer l'appareil, et on va en fait récolter une courbe de résultats. Alors avant de lancer la mesure, enfin c'est déjà la mesure, mais il faut savoir que ça commence par une phase qui est un peu spéciale, qui est la mesure dite à débit nul. Donc je ferme le ventilateur. Techniquement, en faisant ça, je ferme tout le bâtiment, parce que c'est le seul trou qui restait, à part les fuites. Les fuites potentielles. Ok, et donc là, pendant 30 secondes, on va relever la différence de pression à l'état naturel entre l'intérieur et l'extérieur. J'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, il ne faut pas qu'il y ait d'orage, il ne faut pas que la météo soit chaotique. Donc on va justifier, avant et après l'essai, en faisant une mesure à débit nul, que la différence de pression, elle est très stable. En l'occurrence, il ne faut pas qu'elle excède 5 pascal. Alors ça se conçoit, puisque le premier palier de pression qu'on va exercer, ça va être 10 pascal. Imaginez bien, si on essaye à l'intérieur du bâtiment, si je me mets comme ça, de faire une dépression de 10 pascal et que dehors ça varie de plus de 5, comment est-ce qu'on va réussir à maîtriser la précision de l'écart entre les deux, si dehors ça varie? Ça ne sera pas possible. Donc il faut qu'on ait, je le répète, une météo assez stable. Et on va le justifier. Donc là on voit, on a 0,2 pascal de différence de pression entre dehors et dedans. C'est vraiment très très faible. Ok, on va enlever la bâche. Puis ici on est sur l'anneau C, donc c'est les diaphragmes qu'on a ici, en fait ça correspond. Hop. On a le ventilateur qui est derrière. Et donc on va pouvoir jouer sur le débit que va extraire le ventilateur en ouvrant plus ou moins avec les anneaux qui sont devant. Alors
Alors tout l'appareil est calibré, les anneaux le sont aussi. On sait qu'avec l'anneau C, telle vitesse de rotation et avec telle pression entre l'intérieur et l'extérieur, on extrait forcément tel débit. C'est des outils qui sont calibrés pour ça. Donc là, on va commencer sur l'anneau C. Voilà. Et donc c'est parti. Donc là, vous allez voir, l'appareil va se mettre en fonctionnement. Il va chercher dans un premier temps à se stabiliser à 55 pascal de différence de pression. Alors on va faire en décroissant. On va commencer par les paliers un peu importants. Et ensuite on va redescendre. Donc je pense qu'il va pas aller avec le C jusqu'à 55 là. Ici c'est possible. Dans ce cas là on ouvrira un peu plus le ventilateur. Vous voyez le spot là, je sais pas si tout le monde voit bien. Il y a le spot ici qui commence à apparaître à l'écran. Qui va chercher à aller se stabiliser à 55 pascal. Donc la pression est en train de chuter là dans le bâtiment. On est en dépression, on dégonfle. Vous voyez, ça chute, on est à 30 pascal là. Ici sur la jauge du ventilateur, il est à fond en fait. Donc il se coupe, c'est normal, ça je l'avais un petit peu anticipé. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'anneau C, à fond, il arrivait qu'à extraire à peu près 300 mètres cubeurs et il faut qu'il aille un peu plus fort. Donc on ouvre davantage, vous allez voir qu'avec une vitesse de rotation moins importante, il va extraire plus. Donc ça va reprendre. Voilà, donc ensuite le pilotage de l'appareil pour la collecte des données se fait en automatique. On entend effectivement à l'étage là-haut que la membrane se tend. Normalement, si les litos sont bien fixés, ça ne bougera pas. Il n'y a pas de raison. Voilà, donc il est allé un peu fort, il va ralentir un petit peu. Voilà. Et donc là, il va chercher à se stabiliser à 55 pascal de dépression. Ouais. Comme ça varie un petit peu, il ne sera pas pile à 55 pascal en dépression intérieure, mais il va essayer de se stabiliser. Quand il va y être suffisamment longtemps et dans les tolérances, il va s'arrêter, il va faire 100 mesures du débit qu'il est en train d'extraire. Il va en fait faire 100 points de collecte de données, parce que justement, comme ça varie un tout petit peu, il va en tirer une moyenne et ça va lui donner un débit précis sous 55 pascal. Donc là, pour ceux qui sont les plus près, vous pouvez voir, il y a un nuage de petits points qui se forme, ça va très très vite. Il prend 100 photos du débit qu'il est en train d'extraire. Voilà, puis quand il en a fini, il en fait la moyenne, ça nous donne un point rouge. Bon, et ainsi de suite. Il va descendre ensuite à 50 pascal. Là, il ralentit, on l'entend un peu à l'oreille. Et il va se stabiliser. Donc on peut voir ici à peu près le débit qu'il est en train d'extraire aux alentours de 470 mètres cubes heure. Il remonte un petit peu, là, voilà. Il va peut-être plutôt à un peu en dessous de 500 peut-être. Voilà, c'est parti. Et donc là, il fait la collecte des 100 points. Donc quand on a du vent, quand on a des conditions météo qui sont un peu handicapantes pour faire les essais correctement, ce qui se passe, c'est que les 100 points que vous voyez collectés ici, il en fait un nuage, mais d'autant plus éparpillé que la pression, elle est chahutée par le vent. Donc au final, la mesure est beaucoup moins précise. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y a ces tolérances par rapport aux conditions météo. Dans certains cas, on peut même pas du tout faire la mesure. Il y a tellement de vent que les points, ça nous donne une courbe qui ressemble plus à rien. En principe, la courbe qu'on obtient, c'est une droite. Les points sont alignés. Dans certains cas, on peut avoir des points qui se baladent en dehors de cette droite. Et ça, c'est une anomalie. Donc après, il faut avoir compris ce qui s'est passé pour pouvoir reprendre la mesure et la faire correctement. Ça m'est arrivé sur un lycée, par exemple, de faire la mise en dépression et d'avoir des portes de type un peu saloon, je ne sais pas quel est le terme en menuiserie précis, mais qui s'ouvrent dans les deux sens, là, des grandes portes d'un hall. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'arrivé à un certain niveau de pression, les portes s'ouvraient. Donc on se retrouvait avec une droite qui était correcte, et puis arrivé à un niveau de pression plus élevé, paf, un point qui était subitement beaucoup plus haut, qui nous indiquait qu'on avait normalement un débit beaucoup plus important arrivé à ce niveau de pression là. Donc c'était une anomalie. On a repéré le problème et on a refait les mesures pour que la courbe soit correcte.
Voilà, donc a priori, hein, on voit là qu'on est aux alentours de 500 m3 sous 50 pascal, hein, quelque chose comme ça. Le bâtiment fait, j'ai dit tout à l'heure, 340 m3. Donc on va être à plus de 1 au niveau du taux. Hein. On va être à plus de 1. Il faut obtenir combien? Il faut obtenir. Alors, la valeur qu'on avait définie sur ce projet était d'être inférieur ou égal, d'être au niveau du passif, donc inférieur ou égal à 0,6 sur le N50, qui est un niveau très extrême. Donc là, on va remettre la nocée. On va chercher à comprendre après ce qui va et ce qui va pas, parce que je pense qu'ici, il y a quand même pas mal de choses qui vont, notamment sur la pose de la membrane. Ouais, je pense que ça vient des vitres parce que les fenêtres là. Oui, j'ai mis les mains tout à l'heure. Ouais, annoncé, on continue. Voilà, donc ça reprend. Alors, si on regarde les choses autrement, par exemple comme ça, on retrouve en fait la puce ordonnée. Donc on a la différence de pression négative parce qu'on est en dépression et le débit instantané. Donc là il va se stabiliser à 35 pascal. Vous allez voir que quand il va faire les 100 photos, là il ne sera pas pile à 35. Il est un peu au-dessus, il va ralentir un petit peu, je pense. Voilà. Donc, quand il va être à 35 pascal, il va s'arrêter, il va faire la collecte des données. Voilà, donc là il est en train de faire les mesures. Hein. Vous voyez qu'il varie un petit peu, 33, 34, voilà, c'est terminé. Et donc si on revient sur la courbe, il nous a mis un point à 37 pascal. Il va poursuivre la collecte jusqu'à 10 pascal. Pendant ce temps-là, ce qui va faire ça automatiquement, je vais vous expliquer un petit peu la valeur française du niveau d'étanchéité à l'air. Donc là, le N50 s'exprime sous 50 pascal. Ce qui est utilisé pour le passif, ce qui est utilisé aussi pour certains labels comme Minergie, c'est une des données à l'échelle européenne qui permet de qualifier le niveau d'étanchéité à l'air. Débit de fuite sous 50 pascal divisé par le volume. Ça nous donne un taux, un volumeur. En France, on qualifie sous 4 pascal. Vous voyez, 4 pascal, c'est là. C'est le point 0 sur le graphique. C'est un peu logique parce que 4 pascal, on ne peut pas mesurer un débit sous 4 pascal. C'est une différence de pression si faible qu'il n'y a pas d'appareil de mesure qui permet d'être précis sur une mesure du débit. Aujourd'hui, il se fait des appareils de mesure qui permettent d'être précis sous 4 pascal, mais sur une vitesse de déplacement d'air. C'est des appareils qui sont un peu différents. Mais le débit, on ne peut pas le mesurer à 4 pascal. C'est une différence de pression trop faible. Donc ce qu'on fait, on mesure à 50, on extrapole à 4. Et alors la valeur française s'exprime sous 4 pascal, mais c'est pas un volumeur sous 4 pascal. C'est un volumeur sous 4 pascal par mètre carré de surface de paroi froide au sens de la RT 2005. Pardonnez-moi pour le hatchoum. Mais ce qui se passe, c'est qu'on va rapporter le débit de fuite, pas uniquement au volume, pour parler d'un taux, un volumeur, mais aussi à une surface. On va rapporter le débit de fuite au volume et à une surface bien particulière, pour parler de débit de fuite par mètre carré de surface particulière en l'occurrence. Et cette surface particulière, c'est une surface qui est utilisée dans le calcul réglementaire RT 2005, qui commence un peu tous à savoir devient obsolète en ce moment avec l'arrivée de la RT 2012. Et cette surface, c'est la surface des parois froides hors plancher bas. Donc ici, par exemple, je n'ai pas calculé la surface au sol. Donc on va qualifier en France le débit de fuite sous un niveau qui est non mesurable,
et en rapportant le débit de fuite à une surface qui n'est pas la surface qu'on teste réellement, puisqu'on ne prend pas en compte le sol. Quand bien même, il pourrait y avoir des fuites là, par exemple au niveau des fourreaux. Donc ça veut dire qu'indirectement, s'il y avait beaucoup de fuites au sol, mais aucune sur les murs, on se retrouvait avec un niveau de fuite rapporté par mètre carré de mur qui serait conséquent, mais pas sur la surface considérée. Donc bon, ça fait partie des anecdotes. On notera entre autres que dans la formule de conversion entre le N50 et le Q4 français, il y a un certain nombre d'incertitudes qui s'accumulent. C'est-à-dire qu'il y a déjà la précision de mes appareils, la précision des conditions météo, la précision de la collecte des données, et la précision des chiffres que j'ai pris au départ, le volume et la surface, quand je détermine le N50. Il faut savoir que quand on calcule ensuite le Q4, dans la formule, il y a Q4 égale N50 fois d'autres choses. Donc on va multiplier un certain nombre d'incertitudes pour obtenir le résultat français. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les années qui arrivent, on va, je pense, avoir pas mal de soucis avec ce Q4 pour comparer les bâtiments. Puisqu'on peut avoir deux bâtiments de volume parfaitement identiques, mais de surfaces différentes. De surface des parois froides au sens de l'AFT. Donc ce qui va se passer, c'est que ces bâtiments, admettons qu'ils aient le même N50, ils pourraient tout à fait avoir des Q4 complètement divergents. Et l'étanchéité à l'air, on peut le souhaiter en tout cas, deviendra peut-être un critère déterminant dans la valeur d'un bien, dans sa vente, pour justifier de ses performances réelles. Qu'est-ce qu'on fera quand on aura deux bâtiments qui ont les mêmes performances réelles en termes de débit de fuite, mais pas du tout en termes de débit de fuite rapporté à leur surface? Si on s'accroche à la version française des choses pour présenter l'étiquette de performance du bâtiment, il y en a un des deux qui se verra lésé. Ça risque de faire un peu jaser. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Donc nous, ce qui nous intéresse sur ce bâtiment, et c'était comme ça que je l'avais mis dans le descriptif, c'est la valeur N50. La valeur physique mesurée, qui est un débit. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Les Américains, les Allemands utilisent ce genre d'appareil depuis maintenant plus de 10-15 ans. Pourquoi est-ce qu'en France on remonte la soupe? Alors on a certaines idées sur, je dis pourquoi on réinvente la soupe. Ce qui se passe, c'est qu'on avait le moteur RT 2005 qui était existant, et dans ce moteur on utilisait une surface des parois froides. Donc quand on a pris en considération en France le niveau d'étanchéité à l'air comme un critère déterminant, notamment dans les labels par exemple BBC, on a utilisé le moteur de calcul qu'on utilisait à ce moment-là. Donc c'était le moteur RT qui avait une surface des parois froides, et on a cherché avec des formules à rapporter le débit de fuite sur cette surface-là du moteur de calcul. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que cette surface va poser un certain nombre de soucis. Donc voilà, la pression atmosphérique en fin d'essai, vous voyez, je vais assez vite là, mais en même temps que je parle. Donc qui est stable, la mesure est correcte, et donc ici on obtient les résultats. Donc on a le V50, le débit sous 50 pascal, qui est de 493 m3. Si on le divise par le volume, de 340 m3, pardon, ça nous donne un N50, un taux de renouvellement d'air de 1,45 volumeur. Donc sur cette échelle, au niveau européen, le passif, dans l'habitat individuel, on cherche à être inférieur ou égal à 0,6. On voit qu'on est à peu près 2 fois au-dessus. On va chercher à comprendre pourquoi, avant de s'inquiéter. Et je vais quand même vous calculer le Q4, pour que ça vous donne une idée sur l'échelle française, qui est moins contraignante, mais je pense que sur cette échelle-là, on est quand même assez bon par rapport à un niveau BBC. Ici, on a une autre donnée qui est indicative, qui est la surface équivalente de fuite, donc qui s'exprime en centimètres carrés. Si je fais une racine rapidement, voilà, 175 cm², c'est un trou de 15 cm de côté, j'aurais pu le faire de tête. 15 cm de côté. 15 cm de voilà. Voilà. Si on pouvait techniquement rapprocher toutes les fuites, toutes les surfaces de fuite l'une à l'autre, ça nous donnerait un carré de 15 cm de côté. Alors je précise, avant que vous soyez alarmés, parce que dans le descriptif, j'avais quand même donné un objectif extrêmement ambitieux qui était le 0,6 du passif. Je précise que le RT 2005, la valeur garde-fou, on est plutôt aux alentours de 3 volumeurs, ce qui fait la taille d'une fenêtre plutôt de cette taille-là. On est là, le passif c'est là. Donc on n'en est pas très loin. On va dire qu'on est à mi-chemin entre un niveau BBC et un niveau passif, là, par rapport au résultat. Donc c'est déjà un résultat qui est quand même très bon. Mais on va quand même essayer de comprendre ce qui va pas.
l'exposant N ici, qui nous donne de manière indicative, donc c'est un chiffre sans unité, la nature des fuites. Plus N est près de 0,5, plus c'est des fuites de grosse taille, plus il est près de 1, plus c'est des fuites de petite taille. On est à 0,71 là, donc ça a plutôt tendance à justifier qu'on est dans des fuites de petite taille. On va aller chercher des têtes d'épingle un peu partout. Et puis le coefficient de corrélation, alors vous avez peut-être déjà baladé un peu les mains, il y a sûrement aussi quelques fuites assez conséquentes par endroit. Coefficient de corrélation qui doit être très proche de 1, ça c'est la précision de l'alignement des points sur la droite. Donc là on voit effectivement que c'est plutôt très bon. Donc ça c'était la mesure en dépression, on a dégonflé le bâtiment. J'enregistre ça, et puis on va faire une mesure en surpression.